Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs, monsieur Nizar Yahish, notre ancien ministre des Finances, il est expert international aujourd'hui, connu, reconnu, aux quatre coins du monde, vraisemblablement. Merci de trouver le temps pour être avec nous au FMIA. Bien. Très heureux d'être avec vous et d'animer cette finale de clôture. Quelle deux journées magnifiques en attendant la mise en place. J'ai suivi pas mal de discussions et de débats. Moi, j'ai envie de dire bravo et quelle réussite. Réussite par la présence et la participation de plusieurs pays. Ici en Tunisie, une organisation faite avec brio et beaucoup de contenu et des keynotes de qualité et des échanges vraiment de très très grande qualité, beaucoup de très bonnes idées. Et j'ai envie de dire, lorsque l'état d'esprit dès le démarrage d'un tel forum, c'est vraiment la collaboration, c'est le win-win, etc. L'outcome d'un tel forum ne peut être que positif. Et je pense qu'on le sent, on l'a senti dans l'organisation, et on le sent aussi dans l'output de ce forum. Je n'ai pas la prétention en 20 minutes de tout résumer, mais je vais prendre quelques idées, à mon avis, qui me semblent très importantes et fortes, et qui se dégagent, à mon sens. Et j'aimerais, avec vous, si vous le permettez, de répondre à un certain nombre de questions. Première chose, c'est comment lier l'IA et ce qui se passe ici avec l'IA à l'échelle mondiale, au niveau géopolitique, au niveau finance internationale et au niveau économique. Et à quel point cette IA elle est vraiment importante et est en train de changer le monde. De quoi on parle? De quel ordre de grandeur? C'est quoi les projections? Donc ça, c'est la première question. J'aimerais aussi, en quelques minutes, se focaliser sur toute la chaîne de valeur de l'IA et pas seulement les LLM ou les parties les plus visibles, pour qu'on la comprenne un peu mieux. Je crois que c'est important d'avoir ce 360 degrés. J'aimerais aussi, si vous le permettez, qu'on revienne aussi sur les risques associés à l'IA. Pour les États, pour les administrations, pour les entreprises, pour les familles et même pour nos enfants. Il faudrait qu'on en soit tous conscients. Et j'aimerais parler de ma chère Tunisie, de son rôle, comment est-ce qu'elle peut jouer un rôle important dans le domaine de l'IA. On en a parlé hier, on en a parlé aujourd'hui. On a parlé de talent, on a parlé d'intelligence artificielle, mais aussi on a parlé d'énergie. Et à quel point la question énergétique, elle est fondamentale pour réussir. Donc j'aimerais vous parler de la Tunisie, et j'aimerais vous parler d'une manière plus concrète, peut-être avec des chiffres, pour dire est-ce que c'est faisable? Est-ce qu'une telle vision est vraiment faisable du point de vue technique, financier, scientifique, etc. et partager quelques éléments avec vous. Donc voilà ce que j'ai proposé, où je vous ai préparé comme keynote de clôture. Et pour démarrer, la première question, c'est les grands enjeux mondiaux de l'IA. Le marché de l'IA, j'ai partagé quelques chiffres avec vous, mais j'aimerais que vous preniez ces chiffres-là sous un mode tendanciel. C'est les ordres de grandeur, parce qu'ils changent tellement vite en ce moment. Et ces chiffres-là ne seront peut-être plus valables dans 6 mois ou dans 1 an. Mais les ordres de grandeur sont assez hauts. Tout d'abord, de quoi on parle? On parle d'une taille de marché de plusieurs centaines de milliards de dollars. Au total, peut-être 500 milliards, peut-être 600 milliards. Avec beaucoup de croissance, on parle de presque une trentaine de pourcents de croissance en moyenne entre maintenant et 2030. Les investissements dans l'IA, 220 milliards de dollars. Ce sont aussi d'énormes chiffres. Et non seulement en recherche et développement, mais également en infrastructure, puisqu'on parle de 175 milliards de dollars, 30%. Vous connaissez bien sûr Nvidia, mais il n'y a pas que Nvidia, il y a beaucoup d'autres acteurs sur le marché. On parle aussi d'une part maintenant de l'IA dans le PIB mondial de plus de 2%. Donc sur les 100 et quelques trillions de dollars annuels, l'IA, elle pèse déjà 2,2% et ça continue à augmenter. Et on parle aussi
d'une très grande consommation énergétique de l'IA, on en a parlé, je vais y revenir, et qui pourrait même freiner, si on ne trouve pas des solutions concrètes, freiner le développement de l'IA. Donc, on parle de sommes importantes, de beaucoup de chiffres, mais il n'y a pas que ça, en fait. Parce que l'IA, elle fait beaucoup plus. Ce n'est pas le secteur lui-même. C'est tout ce que va permettre l'IA de générer en termes de revenus, de productivité supplémentaire, etc. Et là, on parle de plusieurs secteurs. On parle de sécurité de défense nationale. C'est utilisé, et ça a même été prouvé que l'IA démultiplie les forces de défense et les forces militaires. On parle aussi de contrôle de données et d'exploitation de données. Les données, c'est l'or de notre époque, et 90% des données, elles ont été générées sur les 5 dernières années, et 80% de celles-ci, elles sont détenues aujourd'hui par peut-être 6 acteurs les plus importants américains et 4 ou 5 acteurs chinois. Donc c'est important d'avoir ça en tête. On parle aussi d'IA qui permet de renforcer les défenses économiques, de gagner en productivité. Et on a vu beaucoup de grandes entreprises, et à grande échelle, industrielles en partie, qui ont vu leur productivité augmenter de 20, 30, 40% déjà avec l'IA. Déjà avec l'IA. Alors ceux qui vont suivre pourront bien sûr être nettement plus rentables, profitables, etc., parce que plus efficaces, et d'autres ne pourront pas suivre, ou suivre en moins, s'ils n'arrivent pas à prendre le virage proprement de l'IA. Au-delà de l'aspect productivité, on parle de création de richesses supplémentaires. Beaucoup d'innovation. Et ça, c'est le point essentiel, à mon avis. Parce qu'on ne parle plus maintenant de 500 ou 600 milliards de dollars, on parle tout d'un coup de 14 trillions de dollars d'ici 2035, de 15, de 16. Je sais que le chiffre, il peut varier très vite. Et je sais que nos modèles, même nos propres modèles, ont du mal à estimer d'une manière très précise ces chiffres-là, mais on sait que ça se chiffre en dizaines de trillions de dollars, et ça, c'est en l'espace de 5, 7, 10 ans. Et pourquoi l'IA aussi est importante, au-delà des aspects économiques, etc., elle a un impact social fort, elle a un impact sur l'affluence cognitive et le soft power qui est très très fort. Lorsqu'on dit par exemple que 80% des LLM et de la data, c'est des LLM anglo-saxons, ça veut dire que forcément, les idées, les valeurs, etc., elles vont être forcément influencées, et nous-mêmes, on est obligé d'être influencés par ça. Donc tout ça, c'est, pour résumer peut-être, pour ce forum, pourquoi c'est un sujet tellement important sur les sujets économiques et intrinsèques, et au-delà du secteur lui-même. Maintenant, j'ai pas envie qu'on sorte de ce forum-là en se disant oui, mais la plupart des exemples sont des LLM ou des agents agent-based AI, etc. Mais en fait, il y a beaucoup plus que ça. Pour qu'on puisse communiquer avec un LLM, il y a eu tellement de segments, de chaînes de valeur pour arriver. Énormément. C'est un slide illisible et c'est fait exprès. C'est fait exprès, c'est pour vous dire toute la complexité de la chaîne. Et parce que aussi, j'aimerais corriger un certain nombre de notions qui pourraient nuire à nos travaux dans le domaine de l'IA. Ça, c'est une modélisation possible de la chaîne de valeur de l'IA. Donc ça commence des tellers et des matériaux rares, je vais vous en parler. Ensuite, on monte petit à petit avec tout ce qui est conception de puces, avec la lithographie, avec les optiques de précision, etc., avec le dépôt et le gravure, avec le packaging qui est très important, et ainsi de suite, jusqu'à la couche serveur, GPU, que vous connaissez beaucoup mieux, n'est-ce pas, les couches applicatives, le cloud, l'application, et ça va jusqu'au cloud et au stockage. Beaucoup d'éléments. Là-dedans, on a entendu à plusieurs reprises dire oui, mais les Américains ils ont pris beaucoup d'avance. Les Chinois suivent, donc on parle de 42-45%, les Chinois à 25-28% et les Européens dans les 12%. Mais en fait, ce n'est valable que sur une partie de la chaîne. Parce que les sujets en fonction de là où on se positionne dans la chaîne de valeur de l'IA,
le positionnement des pays, il n'y a pas un seul pays, il n'y a pas un seul continent qui domine. Les terres rares, par exemple, c'est typiquement la Chine, peut-être avec d'autres pays comme la RDC, et on parle de 70-75%. Même si ici aussi, avec l'évolution technologique, c'est en train de changer. Donc au jour d'aujourd'hui, il y a des évolutions technologiques qui dépendent des matériaux rares, et demain, et on commence à le voir, on dépendra moins des matériaux rares. Donc vous voyez que ce positionnement-là va évoluer. Exemple typique, les batteries. Ensuite, dans toute la chaîne, il y a deux endroits où il y a de grosses pressions et de tensions géopolitiques, énormément. L'une d'elles, ça s'appelle ASML, c'est une entreprise, une brillante entreprise néerlandaise, européenne. Et l'autre, c'est TSMC, et c'est une entreprise chinoise, et bien sûr, Nvidia, elle est très dépendante de TSMC. Donc vous voyez que, et bien sûr, Taïwan, à 170 ou 180 km de China Mainland, etc. Donc j'ai pas envie de détailler plus ça, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais c'est pour dire que non seulement il n'y a pas un seul acteur ou un continent qui domine, les Japonais par exemple, ils sont bien présents dans certains domaines, les Français aussi, ils sont bien présents, et ainsi de suite. Et même ces frontières-là, elles vont forcément évoluer dans le temps, et notamment avec les évolutions technologiques prévues. Si on regarde maintenant la même segmentation de valeur de l'IA, et on se dit, mais où se trouve l'argent en fait? D'accord, on a compris qu'il y a plusieurs acteurs, il y a des chaînes, des parts variables, etc. Mais en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'acteurs qui dominent en fonction de la chaîne de valeur, mais on parle de taille de segment qui est vraiment aussi très importante et très respectable. On parle de plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de milliards de dollars. Bien sûr, il ne faut pas les sommer, parce que les uns sont les clients des autres, donc ça c'est un principe purement comptable. Mais aussi, ils arrivent à réaliser de très belles marges brutes, marges nettes, et aussi des taux de croissance. Donc, on pense que sur l'ensemble de la chaîne de valeur, même s'il y a beaucoup de pression géopolitique, on va continuer à avoir beaucoup de pression et beaucoup de croissance en même temps sur toute la chaîne. Et c'est aussi un message pour nous, aussi, dans le bassin méditerranéen, c'est qu'il y a le focus, c'est pas que LLM. Et c'est pas que la taille LLM. Et c'est peut-être aussi des discussions sur la qualité et la pertinence des LLM et ainsi de suite. Voilà. Et la LLM. Alors, pour se projeter, et notre forum, on est là aussi pour réfléchir devant, pour les années à venir, les 5, 7, 10 prochaines années. C'est important aussi de se projeter un petit peu et de voir comment pourrait évoluer l'intelligence artificielle dans les prochaines années. Même si pour cet exercice-là, il faut être extrêmement humble. Ça change tellement vite. Mais il y a quand même des tendances qu'on arrive à dégager. Et je voulais partager avec vous peut-être les tendances les plus grandes qui vont nous montrer ou nous indiquer où est-ce qu'on pourrait être dans 3 ans, dans 5 ans, dans 7 ans. Et il y en a deux. Alors, les modèles eux-mêmes, donc on parle de modèles de plusieurs dizaines, ensuite de plusieurs centaines de milliards de paramètres, etc. Donc là, très vite, et d'une manière tout à fait attendue à mon avis, on va atteindre très vite des milliers de milliards de paramètres dans les modèles, donc des modèles beaucoup plus puissants. On va, à mon avis, et c'est très 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 probable, bien sûr on commence même à le faire, c'est les IA multimodales complètes. C'est-à-dire, c'est pas que de l'IA texte, ou c'est pas que de l'IA voix, c'est pas que de l'IA image, etc., mais on commence à avoir des IA beaucoup plus concrètes et beaucoup plus complètes qui répondent aux questions et aux attentes de l'utilisateur. Un autre domaine, à mon avis, où on va faire des progrès, c'est pas encore le cas, mais ça va venir très vite, c'est les temps de latence pour la réponse. Et donc là, on parle, je pense qu'on va atteindre très vite les quelques dizaines de millisecondes. L'architecture maintenant, pour nous ici, avec Medusa, etc., on parle de quelques milliers quelques millisecondes. Donc ça, avec ça, même avec du compute à distance au sein de la Méditerranée, lorsqu'on va atteindre ça veut dire définitivement des choses très intéressantes pour nous. Et on aura préparé l'infrastructure fibre associée.
Quatrième tendance, ça commence à apparaître et ça se précise, c'est les petits modèles de l'IA, pas très compliqués, qui ne nécessitent pas forcément des GPU, mais qu'on trouve de plus en plus sur le bord, sur les périphériques, sur les véhicules embarqués, etc. Et aussi avec les robots. J'ai vu quelques études, ils me parlent de plusieurs dizaines de milliers de robots monoïdes, etc., équipés de l'IA, qui n'ont pas besoin d'être connectés, qui ont de l'intelligence, etc. Leur coût va être peut-être autour de 20 000, 30 000 $, etc. Ça se prépare. Je ne sais pas si on va atteindre, franchement, ces chiffres-là en si peu de temps, mais il y a une tendance claire vers cette trajectoire. On va voir aussi l'apparition d'énormes factories, d'énormes centres. Donc là, les grands centres, on parle de 300 mégawatts, de 500 mégawatts, qui sont très gourmands en énergie. Mais je pense très vite qu'on va entendre parler du 1 giga, du 2 giga, du 4 giga, du 5 giga. C'est la tendance. Surtout, on arrive à trouver des solutions sur cette gourmandise en énergie. L'autre chose, je vais sauter le 8 exprès, parce que là, on va passer du temps dessus. Oui, il faut en parler. Donc, c'est avec l'arrivée de tout ce qui est HPC et le renforcement des HPC et du quantum computing, et là, on va atteindre des puissances de calcul qui sortent du domaine logique, les bits. Là, on tombe dans le domaine du quantique et donc des probabilités de présence d'électrons, et non pas entre le 0 et 1, et là, on va atteindre des puissances de calcul assez extraordinaires. C'est l'affaire de quelques années, à mon avis. Et ça va venir, et peut-être ça va donner beaucoup plus de puissance, certainement, à l'IA. À l'IA elle-même, ça va donner beaucoup plus de puissance, on l'a vu hier avec Karim, de puissance sur le développement des modèles eux-mêmes. Le point 10, il a été largement cité pendant ce forum, avec beaucoup de cas d'usage aussi qui vont se développer dans la santé. On l'a vu avec notre ministre de la Santé hier, on a vu aussi d'autres applications dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de l'énergie, et ainsi de suite. Donc tous ces cas d'usage où, en fin de compte, on est en train d'industrialiser l'intelligence, on est en train d'industrialiser donc l'innovation, forcément, et là, the sky is the limit. Avec la limite, on le verra. Alors, pourquoi j'ai cité le point 8 ? Gouvernance, l'IA, est-ce qu'il y a des risques derrière tout ça ? Est-ce qu'il y a des risques derrière tout ça ? Ça a été évoqué ici. Et il ne faut pas qu'on donne l'impression, à mon avis, à mon sens, le fait de promouvoir l'IA, la coopération autour de l'IA en Méditerranée, c'est qu'on avance sur des terrains safe. Non, il y a beaucoup de risques. Et il faudrait, je le mentionne pour en être conscient, mais aussi pour qu'on prenne les mesures qu'il faut en matière de régulation. Et je vais revenir sur cette question de régulation fondamentale. Les risques, on peut en parler longuement. Mais je vais commencer par les risques pour les gouvernements. Et il y en a beaucoup. Je ne vais pas tous les lister, je ne vais pas lister tout le rationnel qui est derrière, mais sachez qu'il y a des risques clairs de perte de souveraineté lorsque les données partent, lorsque de plus en plus de personnes utilisent des IA étrangères, etc. Forcément. Il y a des risques très importants de manipulation de l'opinion. On l'a vu avant l'ère de l'IA, et il n'y a aucune raison, si on ne régule pas, que ça ne va pas se faire, et ça va se faire. Et c'est en train d'être fait même. Des cybermenaces augmentées par l'IA, oui aussi, parce que à chaque fois, ceux qui essaient aussi de profiter des faiblesses ou des failles des systèmes vont eux aussi utiliser l'IA et la puissance de l'IA pour trouver les failles et pour être encore plus fins dans leurs attaques. Donc il y a aussi une difficulté grandissante de régulation. Il y a beaucoup de pression sur les gouvernements et les États. Trop réguler, ça peut réduire l'innovation et donc la pression ou les vents contraires qui peuvent venir. Et puis, bien sûr, la concentration du pouvoir économique. Et aussi, on peut rajouter des menaces d'autres États qui peuvent utiliser l'IA dans des domaines, par exemple, de l'attaque ou des armements. Est-ce que c'est utopique ce que je dis ? Non. On l'a vu, n'est-ce pas ?
l'intelligence artificielle a bien été utilisée, même ici, en Méditerranée, à 2310 km d'ici, dans cette direction-là, et plusieurs IA ont été utilisés contre les populations palestiniennes, et c'est prouvé, c'est pas moi qui l'invente, ça a été dit par les rapports des Nations Unies, ça a été dit par des grands journaux et magazines comme Le Monde, The Guardian, Human Rights Watch, etc., etc. Et donc, l'importance de réguler pour justement ne pas laisser faire ce genre de choses et rester sur la ligne droite des droits humains, des droits internationaux, et ainsi de suite. Les risques pour les administrations aussi publiques. Et là, je parle de toute l'administration, quels que soient les ministères. Donc, les décisions automatisées et biaisées, surtout qu'il y a beaucoup d'administrations où la qualité de la data n'est pas toujours au rendez-vous, et ça, on le sait, et c'est valable presque partout. Là où, presque partout. L'opacité des algorithmes publics qui sont utilisés pour prendre très vite ou pour faire des recommandations. Et il y a aussi des dépendances de plus en plus grandes vis-à-vis de prestataires privés. Autre risque aussi pour les entreprises et le business. Donc il y a des dépendances stratégiques. Plus on dépend de l'IA, plus on dépend de tiers, plus on dépend forcément parfois aussi des tiers qui vivent à l'extérieur ou qui ont forcément d'autres agendas, ou probablement d'autres agendas. Il y a des risques juridiques liés à l'utilisation de l'IA, on a vu tellement d'exemples aussi. Il y a les erreurs et les hallucinations, même si les taux tendent à s'améliorer, mais plus on dépend de l'IA, plus ces risques-là peuvent être réels et parfois graves. Et l'IA, elle peut servir certains, mais elle peut aussi servir la concurrence ou elle peut servir d'autres modèles. Typiquement, les LLM maintenant, ils se positionnent de plus en plus dans la chaîne de valeur commerciale. C'est-à-dire, moi je chatte, je veux me renseigner sur une destination précise, et tout d'un coup, le LLM, il me propose une destination, il me propose même un hôtel. Et après, il me demande aussi, et ça va venir, si je veux payer directement. Donc en fait, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de court-circuiter d'autres modèles plutôt classiques, qui vont forcément perturber leur croissance, leur rentabilité et leur viabilité même à long terme. Et aussi à la notion de l'érosion de la confiance, bien. Attention à l'usage de l'IA. J'ai vu l'expérience moi-même, il y a quelques jours, où une très belle boîte de recrutement utilise des agents basés IA et les étudiants ou les élèves se sont rendus compte que c'était des agents qui les appelaient, ils ont eu des taux extraordinairement bas, et ça a même fait un fait à battre sur l'image de la boîte, sans aller un peu trop vite. Risque pour les familles aussi, c'est important qu'on dise ça. Ici, on tient beaucoup aux valeurs humaines, aux valeurs de la famille qui nous unit, etc. Mais aussi, il y a des risques de manipulation émotionnelle, de surveillance domestique, etc., etc., etc. C'est beaucoup de risques, et aussi des risques pour les étudiants et les enfants. Avant de rentrer, j'ai croisé ici une excellente professeure en psychiatrie. Elle m'a demandé de passer ce message-là. Attention à l'IA pour nos jeunes. Attention à l'IA pour nos petits. Attention. Voilà. Et donc, c'est des risques très importants, et ça peut aller même jusqu'à des risques de perte de biens éducatifs humains, des risques aussi de santé mentale. Voilà. Il me semblait que c'était important qu'on le dise pour qu'on soit conscient de tout ça, mais aussi pour que le positionnement aussi, nous, Méditerranéens, soit clair vis-à-vis de la question réguler ou pas réguler. Réguler ou pas réguler. Et je sais qu'il y a tellement de pression, on a eu la pression, et les Européens ont eu des pressions, pour limiter la régulation et pour renforcer le développement économique et l'expansion de certains acteurs technologiques. Et à mon avis, la question, surtout pas, faiblir devant ces tendances-là, où on a tendance à regarder uniquement l'expansion, uniquement la croissance, uniquement les méga chiffres que j'ai présentés tout à l'heure, les 14 trillions de dollars et ainsi de suite, et oublier qu'il y a beaucoup de choses en jeu.
nos enfants, nos familles, beaucoup d'emplois, et ainsi de suite. Et vous avez sûrement vu ça c'était aussi dans les news, et c'est un petit peu le débat qui va se faire. Donc lorsqu'on a une logique, je ne vais pas commenter une décision politique, mais je peux au moins interpréter son impact sur notre région, et je peux vous dire que lorsqu'on a une approche My Country First, et qu'on a tout intérêt à aller très vite, on va peut-être faire ce genre de choses, mais lorsqu'on a une approche ensemble, on défend notre souveraineté, on s'entraide, il faut forcément, en étant conscient des risques importants de l'IA, il faut forcément aller vers une régulation équilibrée, sans nuire à la croissance et à l'innovation. Alors, maintenant, si vous le permettez, j'aimerais vous parler un peu plus de la Tunisie et de son rôle. Je suis très fier, encore une fois, que cette deuxième édition a été organisée. Merci, Madame l'ambassadrice, c'est toute l'équipe qui a organisé avec brio cet événement-là. Mais concrètement, pour la Tunisie, il y a eu tellement d'idées. Et hier, j'ai eu une discussion avec Karim Beguir. On a commencé à lister un certain nombre de choses. Je voulais revenir sur cette discussion et peut-être la détailler un peu plus. Qu'est-ce qu'on peut faire? On a beaucoup parlé en Tunisie de talents. Les talents tunisiens, ils brillent, 25 000 ingénieurs par an, etc., 60% de femmes, on est très fiers. Beaucoup d'ingénieurs à l'étranger, beaucoup de docteurs, de data science, etc., d'artistes. C'est très bien. Beaucoup de personnes qui vivent à l'étranger aussi. On a sur 1,8 million de personnes, et sur les 1,8 million de personnes, il y a 1,3 million de personnes qui sont soit vraiment éduquées ou très éduquées, enfin, au niveau d'éducation. Voilà. Donc, et ça, c'est une richesse, et pas leur nombre seulement. Le fait aussi qu'ils aient vécu dans ces pays-là, c'est une richesse incroyable. Et c'est de l'or. Donc ça, c'est les talents tunisiens, on en a beaucoup parlé. On a beaucoup parlé aussi aujourd'hui et hier de l'IA, de l'importance de l'IA, le fait qu'on y soit, qu'on a eu des licornes nées ici, etc. Il y a un tel potentiel. Donc oui, c'est important. Mais il y avait autre chose et on a parlé de la dimension énergétique. Et sans l'énergie, on ne pourra pas faire de vie. Nous sommes un pays, il faut qu'on soit conscient, qu'on dise les choses clairement. On a un déficit commercial énorme. 18 milliards de dinars l'année dernière, peut-être qu'on va atteindre les 20 milliards de dinars cette année. Les 2/3, c'est un déficit énergétique. Donc, comment est-ce qu'on peut se dire, oui, il faut aller à l'IA est très gourmand, il faut du compute, et en même temps, on est en train de subventionner l'énergie. Est-ce que ça tient la route? Non. Il faut trouver une solution. Mais il y a des solutions. On a dit qu'il y a des solutions. On a besoin de ce trio-là, en fait, dans la vision. Vraiment s'appuyer sur nos talents, vraiment être à la pointe en IA, et aussi trouver des solutions d'énergie propres, notamment le photovoltaïque. Et pourquoi le trio, là, il est important, et pourquoi une cohérence ensemble, en fait, dans la vision? Parce qu'en fait, les talents, et une grande partie de ces talents, malheureusement, une bonne partie, elle est partie à l'étranger, faute d'opportunités. Il est indispensable qu'on crée le besoin ici, qu'on crée les opportunités ici, dans ce pays-là. D'intelligence artificielle, mais aussi on a parlé d'énergie. Et à quel point la question énergétique, elle est fondamentale pour réussir. Donc j'aimerais vous parler de la Tunisie, et j'aimerais vous parler d'une manière plus concrète, peut-être avec des chiffres, pour dire est-ce que c'est faisable? Est-ce qu'une telle vision est vraiment faisable? Techniques, financiers, géographiques, etc., confirmé par une vingtaine d'experts que j'ai consultés sur les IA énergétique, etc. On serait capable, et oui aussi, on serait capable d'aider nos voisins méditerranéens pour qu'on ne vende pas uniquement de l'énergie comme énergie, mais aussi vendre aussi de l'intelligence et faire et exporter des choses à plus forte valeur ajoutée. Et ça aide tellement notre économie, ça aide la STEG, ça aide le côté social, ça développe des solutions sociales assez extraordinaires, etc. Ça équilibrerait largement le déficit commercial que j'ai évoqué tout à l'heure.
une bonne partie du déficit budgétaire et ainsi de suite. Juste pour clôturer, et je m'excuse pour le retard, il me semble que c'est des sujets importants pour sortir vraiment avec une vision, en fait, et avec une feuille de route, et que ça ne reste pas uniquement au stade pareil. Moi, je pense qu'il faut qu'on retienne aussi quelques expériences du passé. Que cette méthode où chacun fait son business à part et essaie de maximiser ses gains, et après on met deux business cases l'un à côté de l'autre, c'est pas la façon optimale de travailler. Mais le fait de travailler ensemble, sur une base équitable, là, on peut apporter beaucoup de solutions à partir de cette belle Tunisie, pour la Méditerranée, pour nos voisins. Notre priorité, bien sûr, nos frères algériens, libyens, mais aussi pour la Méditerranée et pour la rive nord de la Méditerranée. Et ça nécessite aussi, bien sûr, que le niveau de confiance soit au maximum et qu'on suive tous les mêmes standards internationaux. Une seule loi internationale, il n'y a pas de double standard, il n'y a pas de deux poids, deux mesures. Partout, c'est vraiment un seul standard, les mêmes règles internationales pour qu'on puisse avancer. Est-ce que c'est notre ADN? Le premier slide qui a été partagé hier, c'était le fait que l'histoire va changer. L'histoire va changer, n'est-ce pas? On l'a vu, c'était le tout premier slide hier, au début du forum, présenté par Carole. Et moi, j'ai envie de dire, en fait, ce beau pays, il a vu naître peut-être la première université au monde. Il y a un débat là-dessus, mais en tant que Tunisien, j'ai envie de dire que oui, c'est la première. Oui, c'est la première. Elle est à 10 minutes d'ici. Et l'ADN de cette université magnifique, c'était dès le départ, c'était un enseignement de qualité pour tout le monde, pour les Africains, pour les Arabes et pour les Méditerranéens. On enseignait avec toutes les langues, plusieurs langues. Et on enseignait l'astronomie, les maths, et que sais-je. Et ça a été fait par des gens qui croyaient et qui voulaient partager avec les autres. Et c'est un petit peu notre ADN. Et aussi, on a un autre grand-père, Ibn Khaldoun, un autre génie, je le rappelle. Il était précurseur avant tout le monde. Avant tout le monde. Pour parler du domaine social, de développement humain, de développement de capital humain, de nation building, etc., etc. Et jusqu'à aujourd'hui, on est en train d'étudier ces écrits, et c'est un petit peu l'ADN, notre ADN. Et puis, après l'indépendance, je rappelle aussi qu'en l'espace d'une seule génération, le taux d'alphabétisation de la Tunisie est monté de 15 à plus de 80%, une seule génération. Donc on l'a fait une fois. Je pense qu'on est capable de le faire une autre fois, si on travaille collectivement, ensemble, avec les bons talents et la bonne vision. Et je vous remercie. Et merci à vous, chers amis. Bon, du coup, j'ai plus beaucoup de temps pour poser ma dernière question, mais c'est un sujet que, comme vous le savez, que je connais très bien et que j'en suis convaincu, en tout cas, on a potentiel. On le disait hier, on le disait sur cette même scène, je l'ai dit quand j'ai modéré, je l'ai dit pas plus tard que ce matin à la radio, je l'ai dit il y a quelques semaines. Aujourd'hui, on a la possibilité de réaliser tout ce qu'il y a ici. Et juste, j'aurais une seule question en une seconde. Si vous y croyez, vous y mettrez, vous, toutes vos économies? Vous le ferez vous-même? On ne met pas toutes nos économies, on met toute notre vie. On a une dette, une énorme dette, et on doit le faire. À mon avis, c'est le sens de l'histoire. Il faut y croire. La vision, elle se met en place petit à petit. Si j'avais 2 ou 3 heures de plus, j'aurais peut-être détaillé des éléments factuels, chiffres, financement, technique, etc., pour dire que ce n'est pas de la théorie, que la vision est là, que le monde change, qu'il y a un chemin, et qu'il faut y croire, il faut y aller. Voilà. Et vous avez cité Karim Beguer 2 fois, il y a beaucoup de 3 fois, il y a peut-être des similitudes, il y a Mehdi Fouad, ce type de, enfin, on sait, c'est pas des secrets politiciens, enfin, il y a beaucoup de gens qui convergent sur ce type de réflexion. Est-ce que hier, c'est pour ça, j'ai pas par hasard dit, c'est 3 personnes, ce quartet avec, dans le fait, qui n'était pas loin, qui était installé avec vous, il y a beaucoup d'autres personnes qui convergent sur ce type de réflexion, qui voient cette opportunité venir, et cette opportunité, c'est tout de suite, c'est même pas demain, c'est tout de suite. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a les moyens, avec nos points forts, on a les moyens de le faire.
Donc, est-ce qu'aujourd'hui, toutes ces personnes sont prêtes, vous avez dit ensemble, est-ce que vous êtes prêts à travailler ensemble pour que chacun n'y va pas de son propre projet, de ses propres financements, de ses propres réseaux, de ses propres... Moi, je suis clair, je suis clair et je pose la question clairement devant tout le monde de manière limpide. Vous voulez être sûr si on travaille ensemble? Oui, on travaille ensemble. Et vous savez que je connais un petit peu la réponse. Oui, il y a des projets ensemble, il y a des réflexions ensemble. Pas uniquement sur ça, il y a aussi un autre projet ensemble dans le domaine de l'éducation. Et ce n'est pas limité à ces 4 personnes qui sont formidables. Il faut que cette volonté, cet esprit positif, on travaille ensemble, on cherche les compétences là où elles sont, les compétences qui croient en ce pays, qui partagent les mêmes valeurs que nous, etc. La porte est ouverte à tout le monde. Et il faut bâtir sur cet état d'esprit. Donc oui, on travaille ensemble. Et j'espère qu'on aura des choses concrètes. Oui, aussi, il faudrait que, bien sûr, les autorités, l'administration, nos partenaires, le secteur privé, les secteurs économiques, les chambres syndicales, etc., participent à ce mouvement positif. À mon avis, si on travaille dans ce sens-là, on ne peut que gagner. Et beaucoup d'autres pays sont déjà en train de le faire, qui sont sur le continent africain, où ils essaient de s'organiser. Donc aujourd'hui, il y a vraiment une opportunité, au risque de me répéter, mais c'est tout de suite. Merci beaucoup. Merci. Merci.